Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin de journée, la grande édition à partir de 17h pendant 1 heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance volatile, une séance technique avec des échéances trimestrielles qui vont avoir lieu tout au long de la journée, les expirations de produits indiciels, de produits optionnels, et de contrats futurs sur le CAC 40 notamment. Le futur CAC expirera tout à l'heure à 16h. Cette situation technique amène un peu de volatilité puisqu'on était parti avec l'idée d'un rebond pour démarrer ce matin, un rebond qui est déjà en train de s'essouffler à mi-séance puisque les indices européens sont pour la plupart légèrement négatifs. Le CAC 40 se maintient au-delà des 6600 points pour l'instant. Vous aurez les infos clés à mi-séance dans un instant avec Alix Nguyen. Situation énergétique sérieuse en Europe. On parle d'énergie crunch au point que certains sites industriels en Angleterre, en Allemagne sont obligés de couper tout ou partie de leur activité par manque d'approvisionnement en énergie, une situation liée notamment aux problématiques d'approvisionnement en gaz. Les compteurs électriques s'affolent chez les industriels et chez les particuliers puisqu'on voit également des mesures de pouvoir d'achat qui sont mises en place dans certains pays, en France bien sûr avec la relance du chèque énergie, mais également dans des pays comme l'Espagne où là aussi l'envolée des prix de l'électricité commence à être un sujet de pouvoir d'achat. La situation devient donc un sujet macroéconomique. On en parlera dans quelques instants avec Gilles Mouek, chef économiste de AXA Group, qui sera avec nous en visioconférence depuis Londres. Et puis la question patrimoniale du vendredi, c'est Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne, qui sera avec nous pour répondre à cette question particulièrement pertinente en ce moment. Est-ce que Chine et patrimoine font bon ménage? La Chine doit-elle absolument faire partie d'un portefeuille patrimonial diversifié? Réponse d'ici une dizaine de minutes dans Smart Bourse. Journée technique donc sur les marchés, une journée d'expiration de produits optionnels qui amène un peu de volatilité et le rebond ce matin s'est déjà essoufflé. Quelques infos clés avec Alix Nguyen. La bourse de Paris toujours sous le signe du rebond à la mi-journée au terme d'une semaine instable tiraillée entre des indicateurs chinois pour le moins décevants et d'autres plus nuancés aux États-Unis. Aujourd'hui, on apprend qu'en zone euro, l'inflation est confirmée à 3% en août. Et puis à 16h, nous prendrons connaissance de la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de septembre. On s'attend aujourd'hui à de plus en plus de volatilité au fur et à mesure de la séance à l'occasion des 4 sorcières. Pour rappel, la journée des 4 sorcières marque l'échéance des options et contrats à terme sur actions et indices. Un détour par Wall Street qui terminait en ordre dispersé hier soir avec un léger repli du S&P 500 et un gain limité pour le Nasdaq. Le marché s'est trouvé ballotté entre le rebond surprise des ventes au détail pour le mois d'août, la hausse inattendue de l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie et puis la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Il semblerait aussi que Wall Street fasse montre d'attentisme avant l'échéance de la prochaine réunion de la Fed, mardi et mercredi prochain, réunion au terme de laquelle seront dévoilées les nouvelles projections économiques de la Banque centrale. En Asie, les marchés se stabilisent, ils semblent se remettre doucement d'un panel de mauvaises nouvelles, dont les signes d'essoufflement de l'économie chinoise, les déboires financiers du promoteur immobilier Evergrande, mais aussi la perspective d'un durcissement de la législation sur l'industrie du jeu à Macao. Et puis, un démenti ce matin, la Banque centrale européenne s'est prononcé quant à un article du Financial Times selon lequel le chef économiste de la Banque centrale Philip Lane aurait déclaré en privé à des analystes que l'institution prévoit d'atteindre son objectif d'inflation de 2% en 2025. Dans son communiqué, la BCE l'a écrit noir sur blanc, cette discussion n'a pas eu lieu. On termine avec les valeurs à suivre aujourd'hui. Le constructeur automobile Renault annonce son intention de supprimer jusqu'à 2000 emplois supplémentaires en France dans le cadre de la restructuration de ses activités d'ingénierie et de support. Le groupe prévoit aussi la production dans l'Hexagone de nouveaux véhicules dans le cadre de son virage électrique. ADP n'anticipe pas de retour à la normale du trafic aérien avant 2025-2027. Augustin de Romanet, le PDG du groupe, s'est exprimé sur Radio Classique. Le gestionnaire des aéroports parisiens a par ailleurs fait état d'une hausse de son trafic à presque 11 millions de passagers sur le mois d'août par rapport à la même période il y a un an.
Et puis BNP Paribas Fortis a cédé plus de 2 millions d'actions Euronext au prix de 100 € par action. Elle représente 2% du capital de l'opérateur boursier et un montant d'environ 220 millions d'euros. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Quelques éléments sur la conjoncture européenne pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Gilles Mouek qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, bienvenue. Ravi de reprendre nos conversations sur la conjoncture économique européenne. Je le disais en titre, il y a cette situation de crunch énergétique assez inédite, alors qui met à mal certains sites industriels. Au-delà de l'anecdote, il y a quand même visiblement un sujet économique, macroéconomique. Est-ce que cette situation de pénurie, de manque d'approvisionnement en gaz notamment et en électricité peut avoir un impact sur la conjoncture immédiate en zone euro ? Cela participe d'un ensemble de forces qui se sont rassemblées depuis 1 ou 2 mois, qui vont avoir un impact sans doute assez significatif effectivement sur le rythme de reprise. Même si la reprise elle-même n'est pas remise en cause, son rythme, lui, peut être un peu abaissé, parce que cela s'ajoute par exemple à la pénurie mondiale de composants électroniques, de semi-conducteurs, qui avait déjà un impact négatif par exemple sur la branche automobile. Cela s'ajoute à l'augmentation du prix des matières premières d'une manière générale, avec des effets sur les marges. Et puis maintenant, cette question des prix de l'énergie qui a un impact assez direct sur le pouvoir d'achat des ménages, en amplifiant en fait la remontée de l'inflation qu'on a depuis quelques mois. Donc oui, ça va sans doute faire mal. En même temps, je reste assez mesuré parce qu'il n'y a pas de souci immédiat sur le pouvoir d'achat agrégé en Europe. Parce que pendant toute la phase de pandémie, la phase aiguë de la pandémie, on a accumulé un surplomb d'épargne absolument massif. Et ce surplomb d'épargne peut venir compenser cette dégradation du pouvoir d'achat qui risque d'être transitoire. Là où les gouvernements agissent, et je pense qu'ils ont raison de le faire, ce sont sur les aspects de redistribution, puisque les ménages les plus vulnérables, eux, doivent sans doute être aidés de manière spécifique. Mais en agrégé, il y a assez de cash dans le secteur des ménages en Europe pour faire face à cette augmentation transitoire des prix. Bon, pas de remise en cause donc de la reprise en zone euro. On verra comment évolue cette situation et les mesures de pouvoir d'achat ont déjà été mises en place dans certains pays, en France notamment, mais également en Espagne. Parlons de politique monétaire et de la Banque Centrale Européenne, Gilles, puisque c'est un vendredi un peu compliqué pour les équipes de Francfort de la Banque Centrale Européenne. La BCE a démenti effectivement un papier alors paru tardivement dans la nuit du Financial Times qui rapportait certains propos visiblement du chef économiste de la BCE, Philippe Lane, tenu cette semaine, je cite le FT, à l'occasion d'une conférence privée avec des économistes, voire des banquiers allemands. La BCE dément la teneur des propos rapportés par le Financial Times, des propos accordés à Philippe Lane, qui laissaient entendre que la BCE pourrait être assez confiante sur l'atteinte des objectifs en termes d'inflation sur un horizon de temps très long, puisqu'on parle de 2025, bien au-delà de l'horizon de temps officiel sur lequel communique généralement la Banque Centrale Européenne. La BCE dément à nouveau, je le rappelle, les propos tenus par Philippe Lane et dément surtout les conclusions qui appartiennent beaucoup plus au Financial Times qu'à Philippe Lane, des conclusions qui nous amèneraient à penser que la BCE pourrait remonter ses taux beaucoup plus vite que prévu. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation, Gilles ? Et je trouve qu'au-delà de la petite histoire qui n'est pas franchement intéressante, ça nous amène quand même un cas pratique intéressant. Admettons que l'inflation en zone euro soit à 2% en 2025. Quelles implications est-ce que cette situation aurait sur la politique monétaire de la BCE ? Moi, je ne sais pas ce qui a été dit ou pas par Philippe Lane dans ce call, et puisqu'il y a démenti de la BCE, partons du principe qu'il n'a pas dit ce qu'il est censé avoir dit. Maintenant, sur le fond, si la BCE ne croit pas qu'elle peut faire remonter l'inflation à 2% d'ici 2025, ma réaction serait autant mettre la clé sous la porte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'information substantielle dans le fait de savoir que la Banque Centrale Européenne pense qu'à l'horizon de 4 ans, effectivement, l'inflation reviendra à la cible, à sa propre cible. Sinon, ce serait un aveu complet d'impuissance de la part de la Banque Centrale. Donc, en substance, je ne pense pas qu'il y ait d'informations
dans ce genre de vue. Maintenant, sur l'orientation générale, et là où les conclusions du Financial Times me paraissent un peu tirées par les cheveux, c'est que, et encore une fois, je ne sais pas ce qui a été dit effectivement, mais la BCE a été extraordinairement claire dans la modification de sa forward guidance au mois de juillet et dit, pour que nous remontions nos taux, il faut non seulement que nous soyons confiants dans l'atteinte de notre objectif de 2% à la fin de notre horizon de prévision, mais qu'en plus nous l'ayons atteint à peu près au milieu de notre horizon de prévision. Donc si la BCE nous dit, écoutez, en 2025 on devrait y être, ça ne nous dit absolument rien sur ce que la BCE pourrait faire entre aujourd'hui et à peu près 2024. Autrement dit, ça couvre la quasi-totalité des attentes de marché aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a très peu d'informations dans ce cas pratique. C'est vrai que s'il y a une tonalité en ce moment du côté de la BCE, c'est vrai que c'est une tonalité assez positive, assez confiante. C'est normal dans une certaine mesure parce qu'on est quand même passé très près de la catastrophe intégrale l'année dernière et je pense qu'il y a un effet de soulagement, un peu d'euphorie qui est parfaitement normal et complètement acceptable. Et je pense que la BCE fait aussi, ça fait partie du jeu des banques centrales d'accentuer les positifs, pour utiliser une expression anglaise. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas nourrir l'impression qu'on est totalement sorti du bois, que la seule question qui se pose, c'est la vitesse de normalisation de la politique monétaire. On a quelques soucis, on vient d'en parler. Ces soucis sur le pouvoir d'achat, je ne pense pas qu'ils soient de nature à remettre en cause la trajectoire, mais il faut quand même rester prudent. Et c'est vrai que le message général de la BCE, et ça avait été le cas d'ailleurs lors de la dernière conférence de presse de Christine Lagarde, devrait rester assez mesuré. Et pour parler clair, Gilles, ça veut dire qu'à ce stade, intégrer dans le marché une hausse de taux, un début de hausse de taux de la BCE, je ne sais pas, en 2024, voire fin 2023, comme certains participants de marché peut-être pourraient l'imaginer, ça paraît complètement hors de propos. Surtout, non, ce n'est pas complètement hors de propos. On peut arriver à des choses comme ça. C'est un état du monde parfaitement possible. Mais je ne pense pas que ce qui a été dit ou pas par la BCE ajoute quoi que ce soit ou permet d'aller dans quelque direction que ce soit sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, 2025, ne pas avoir atteint 2%, ce serait extraordinairement surprenant. Ce serait presque contraire à la mission même de la BCE que de dire autre chose, parce que si la BCE considère qu'un horizon aussi lointain, même un horizon aussi lointain, elle n'arriverait pas à revenir à 2%, la question qui lui serait adressée immédiatement, c'est faites davantage. Baisser les taux davantage, augmenter encore plus le quantitative easing. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'informations particulières. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'en 2022, parce que c'est vraiment la question centrale, c'est ce qu'on fait lorsque le PEP, le programme d'urgence d'achat de titres, arrive à son terme, probablement au mois de mars 2022. Que fait-on? Et là, il y aura sans doute une recalibration à la hausse du programme de QE ordinaire, le fameux APP. Je pense que l'effet net de tout cela, fin du PEP, recalibrage à la hausse de l'APP, restera négatif en termes d'achats totaux, donc on aura un peu moins de soutien de la part de la BCE, mais que ce sera accompagné d'un discours extrêmement clair sur pas de hausse de taux dans l'horizon de prévision normale, parce que la BCE ne peut rien dire au-delà de son horizon de prévision normale, donc rien en 2022, rien en 2023, on verra où on en est en 2024, et j'ai toujours, ces discussions me paraissent toujours un tout petit peu étonnantes parce que le marché aurait tort, à mon avis, de stresser si jamais il existait l'hypothèse d'une hausse de taux de la part de la BCE en 2024. Si la BCE peut le faire, ce ne sont pas des psychopathes à Francfort, ils le feront parce qu'ils jugent que la reprise aura été suffisamment forte, parce qu'ils jugeront que les conditions sont réunies pour y arriver, ce qui serait quelque chose de plutôt positif pour le marché. Moi, si on m'expliquait aujourd'hui que la BCE ne sera jamais capable de remonter ses taux dans un horizon de temps réaliste, ça me rendrait extrêmement nerveux. Ça voudrait dire qu'on n'arriverait jamais à véritablement faire repartir notre économie sur de bonnes bases. Et ça, ce serait un message extrêmement inquiétant.
faut pas qu'il y ait de quiproquo effectivement sur le sens et les objectifs des politiques monétaires. Le but effectivement est à la fin de voir les taux remonter quand même d'une certaine manière. Les 2%, on verra sur l'horizon de prévision, la réunion de décembre sera très intéressante de ce point de vue-là, puisque l'horizon de prévision sera allongé jusqu'à 2024. On aura donc une année de plus dans l'horizon de prévision de la Banque Centrale Européenne. Pour conclure rapidement sur la Fed, Gilles, est-ce que Jérôme Powell arrive dans un fauteuil avant le FOMC de la semaine prochaine, en totale maîtrise du calendrier de la Réserve fédérale américaine? Je pense qu'il a tenu un discours extrêmement balancé à Jackson Hole et que c'est un discours qui est validé par les Fed. Validé par les Fed parce que, encore une fois, je reviens à mon point de départ, on a des nouvelles un tout petit peu négatives, on a des fléchissements dans les indicateurs macro, mais la reprise elle-même n'est pas véritablement remise en cause. Donc on s'est fait très peur avec les données payroll, les données sur le marché du travail. On a été un peu rassuré par les données sur les ventes au détail hier. Donc il y a un flux de données qui est assez équilibré, qui permet, à mon avis, à Powell de garder les mains complètement libres sur son calendrier de normalisation. On sait qu'on y va. On sait que le tapering est devant nous, sauf véritablement catastrophe sur le flux de données dans les mois qui viennent. On sait que ça vient, le marché s'y prépare. Je pense que la Fed a raison de se donner une marge de manœuvre pour le timing exact de tout cela, parce qu'on a aussi, en dehors de la situation conjoncturelle, on a tout un tas d'éléments politiques, institutionnels, qui rendent les choses assez compliquées pour la Fed. On a toujours, par exemple, un débat extrêmement compliqué sur le debt ceiling. On n'a toujours pas de décision du Congrès sur une extension du debt ceiling, même si on a appris depuis des années maintenant qu'à la fin des fins, on arrive toujours à avoir un deal et qu'il ne se passe jamais catastrophe. C'est quand même compliqué pour la Fed de s'engager aujourd'hui à un timing précis pour la réduction de ses achats sans savoir exactement quelle est la situation politique qui prévaut et quelles sont les nouvelles du côté de la dette publique américaine. Donc voilà, Powell s'est donné une certaine marge de manœuvre, les faits lui donnent raison et je pense qu'il peut savourer le prochain meeting du FOMC. Bon, 21 et 22 septembre, ça s'annonce tranquille donc pour Jérôme Powell. Merci beaucoup Gilles pour vos remarques du jour. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, avec nous en visioconférence depuis Londres. C'est la grande question du moment. Que faire avec la Chine sur le plan de l'investissement? Igor Demac est à mes côtés en plateau, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour. Bienvenue. On prend avec vous une logique patrimoniale. Et la question que vous posez, à laquelle vous allez répondre, est-ce que la Chine doit impérativement faire partie d'un portefeuille patrimonial diversifié aujourd'hui? Alors, quand on regarde le poids économique de la Chine, évidemment, c'est difficile de contester à un client la volonté de mettre une partie de son épargne sur des actions chinoises au sein de son portefeuille risqué d'actions. C'est 16% du PIB mondial, 40% de la croissance de la dernière décennie. On connaît tous ces chiffres qui représentent en fait cette expansion exceptionnelle qui est inédite dans l'histoire de l'humanité, d'avoir fait sortir ce nombre de personnes de la pauvreté et en gros acquérir un statut de pays quasi développé maintenant, c'est vrai que c'est très inédit. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit bon, 16% du PIB mondial, bon bah je devrais mettre au moins 16%. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Voilà, ouais. Par homothétie, on réfléchit. Sauf que la bourse, c'est pas de la macro, c'est pas que de la macro, c'est de la micro. Donc il faut savoir aussi si cette expansion macroéconomique, elle se reflète dans la microéconomie, les bénéfices. Et là, on sait que c'est plus difficile de suivre l'évolution des bénéfices parce que les normes comptables, même si il y a eu une convergence, ne sont pas les mêmes. Alors moi, je dirais que c'est évident qu'il faut considérer la Chine dans son analyse. On peut tout à fait investir aussi en Chine, pas forcément avec des actions chinoises, puisque ce qui nous intéresse dans la Chine, c'est son poids économique, c'est son influence sur le commerce mondial. On a bien vu d'ailleurs que quand il fermait les ports pour cause d'épidémie, ça avait des grosses conséquences. Donc
vraiment la Chine a un impact sur le monde. Et moi, personnellement, je pense que la plus grosse prochaine crise du capitalisme viendra de la Chine, puisque les déséquilibres sont en train de se créer, notamment démographiques, et puis aussi politiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas le considérer. Après, c'est une question de proportion et de forme. Oui, c'est ça. Vous dites déjà, le poids de mon exposition à la Chine ne doit pas forcément être le poids économique de la Chine. Surtout pas. Surtout pas. Parce qu'en fait, la bourse est la tête de pont du capitalisme, notamment financier, mondial, global. Or, un marché financier, dans le libéralisme, ce qu'il aime, c'est des règles claires, pas trop, et pas trop d'interventionnisme, et surtout la liberté d'entreprendre et de faire, avec une certaine transparence. Quand on regarde les marchés chinois, bon, on sait que la régulation est extrêmement punitive, elle le devient de plus en plus, pas uniquement sur le sujet financier, l'éducation, les normes sanitaires, les prix de l'immobilier, les jeux en ligne, etc. Donc ça, c'est pas du tout apprécié par un investisseur, notamment anglo-saxon. Il nous le reproche suffisamment en France d'avoir eu une économie semi-assistée. Il faut quand même remarquer qu'en Chine, tout vient du pouvoir. On ne peut faire de l'argent et des affaires que si le pouvoir l'autorise. Et si on le fait en dehors de son champ de contrôle, on est rappelé à l'ordre ou embastillé. Je grossis le trait, mais, ce sont des choses qu'on voit peu dans les pays, entre guillemets, développés, classiques, qui fonctionnent sous le régime du capitalisme anglo-saxon. Et ça, c'est vraiment très important et ça explique la raison pour laquelle les marchés chinois financiers sont encore jeunes par rapport à l'expansion économique du pays. Donc il y a une dichotomie, une incohérence, mais qui tient simplement au fait que les marchés financiers, c'est vraiment la tête de pont et c'est là qu'il faut être sans tâche et sans reproche pour pouvoir bien fonctionner, avoir la liquidité internationale qui arrive. On sait que la monnaie est un souci. Alors, on va aller un peu plus loin dans le détail, mais il y a les marchés onshore, offshore, il y a les actions A qui sont cotées en yuan, il y a les actions B qui sont cotées en USD, en Hong Kong dollar, et puis vous avez aussi les H-shares qui sont cotées à Hong Kong, et puis vous avez les Red Chips qui sont des sociétés détenues par des collectivités publiques cotées à Hong Kong, vous avez les P-shares, enfin, il y a les P-chips, pardon. Il y a tout un tas de choses qui font que l'investisseur, en fait, quand il achète la Chine, il ne voit pas que c'est ultra complexe, mais c'est très complexe. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, mais juste pour avoir en tête le poids que la Chine peut représenter dans un portefeuille patrimonial. C'est 16% du PIB mondial aujourd'hui. Quand on prend le MSCI World, donc toutes les grandes actions mondiales cotées, développées et émergentes, je crois que le poids de la Chine dans cet indice, c'est autour de 4-5%. Oui, d'abord parce qu'il y a des règles de liquidité, il y a des règles de dispersion, et ça vous montre bien qu'en fait, le MSCI World... il ne peut pas prendre en compte le poids économique, parce que le poids économique n'est pas fait par les sociétés cotées. On sait qu'il y a une économie administrée, semi-administrée. Je vous ai parlé des Red Chips. Bon, vous avez des sociétés qui sont quasi publiques cotées, bon, on en a eu aussi en France, mais, et qui font des affaires, qui sont très importantes. Donc c'est normal, et ça représente bien finalement la méfiance. En tout cas, le fait que, bien sûr, ça devrait augmenter, mais finalement, c'est assez faible. C'est très faible par rapport au poids économique. Et puis, quand on regarde les indices, c'est vrai qu'il n'y a aucune comparaison sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, depuis 87, depuis 2000. Alors, on peut toujours trouver une période. 2016-2019, bon... Le MSCI China est bon. C'est d'ailleurs là que beaucoup de fonds sortent. Et puis, on attire le chaland et on dit qu'il faut faire de... La Chine ou l'Asie en général, sachant que dans l'Asie, c'est quand même la Chine qui représente... là, c'est plus 30-40% peut-être. Je pense que c'est même... je ne vais pas m'avancer sur des chiffres que je ne maîtrise pas, mais c'est très majoritaire, bien sûr. Très pondéré. Et donc, il y a cette espèce d'immaturité, de complexité, qui fait que c'est un indice plus volatile, moins performant, moins liquide, et aussi ne pas oublier que les investissements internationaux en Chine, dans les actions chinoises, c'est que 7% de la capitalisation globale, alors que dans les actions américaines, c'est 35%. Et nous, on sait que le CAC 40 est détenu plus par des étrangers que par des Français. Disons des étrangers dans la zone occidentale. Et donc tout ça fait qu'on ne peut pas conseiller, pour ces raisons, d'avoir une part trop importante. Parce que ce sont des marchés qui ne fonctionnent pas comme le MSCI américain. Enfin, quand on regarde... Et d'ailleurs, les actions américaines, c'est le marché le plus liquide, le plus profond, le plus diversifié. Et il est réglementé, mais c'est l'exemple à suivre pour tous les autres marchés. Et donc, pour avoir un ordre de grandeur, vous dites, c'est quoi, 5, 10
15% max peut-être d'un portefeuille Moi action. personnellement, alors là ça baisse. C'est plus gênant pour les gens qui sont rentrés au point haut et qui voient ça baisser parce qu'on se dit est-ce qu'il faut les garder ou pas. C'est une autre question, on y viendra après. Ouais. Moi j'ai tendance à penser que 5-15, la bande 5 à 15, pour le moment, dans ce qu'on est en train de connaître, puis je ne sais pas ce qui va se passer sur les prochaines décisions, c'est suffisant. C'est suffisant. Après, le timing... Dans le contexte de risque de court terme, là, immédiat... Je pense que c'est suffisant. C'est largement suffisant. Il y a une très grosse correction. Alors après, il y a des divergences entre plusieurs indices, puisque le CSI 300, il a moins corrigé, puisqu'il est plus domestique, il est moins Internet que le MSCI China. Ne pas oublier aussi que les Chinois, un peu comme en leur temps les Japonais, copient le modèle américain, en fait, puisqu'ils ont des grandes Internet, etc. Mais c'est eux qui ont été attaqués les premiers. Finalement, le régulateur américain, il n'a pas trop touché aux GAFA. Il a pas touché. Par rapport à la Chine. Par rapport à la Chine, non, mais c'est pas le même degré de danger, puisque vous avez un système qui autorise la liberté, un autre qui la contraint. Bon, comment on fait concrètement là, quand c'est votre travail de gérer le patrimoine de vos clients Igor, vous avez cité différents indices chinois qui ont des compositions parfois très différentes, avec des écarts de performance importants. Oui, Est-ce qu'on peut avoir des actions en direct? Est-ce qu'il vaut mieux passer par des produits indexés sur les actions chinoises? Comment on fait? Bon, alors, je pense qu'il faut passer par des produits qui achètent les actions pour nous. J'ai pas, moi, à titre personnel, jamais fait d'achat en direct pour des clients d'actions chinoises. Je le recommanderais pas. On peut tout à fait le faire sur des actions européennes, américaines, et c'est suffisant. Il y a depuis 2020 une explosion de fonds chinois chez toutes les grandes maisons, JP Morgan, Fidelity, mais il y a aussi des petites maisons, on en connaît une en France, GMWay par exemple. Donc l'idée d'avoir un fonds, c'est toujours de se dire, ils connaissent mieux les sociétés, ils feront mieux que les indices. Bon, j'ai pas regardé tous les fonds, mais je ne pense pas que ça soit très facile de faire mieux que les indices. D'autant que vous avez vu, les indices sont très pondérés. Donc il y a un risque à être sous-pondéré en Internet quand ça va bien et à contrario. Donc l'idée, à mon avis, c'est plutôt d'aller sur des ETF, si on n'est pas très confiant, pour répliquer une dynamique boursière à un moment donné avec une belle prime. Moi, je dis toujours un marché émergent, parce que le marché chinois, c'est quand même encore un peu émergent. C'est sur la longue période, c'est pas du tout aussi efficient qu'un marché américain. Il faut une belle prime, une prime à l'achat, une décote, une prime, il faut une prime de risque, bien sûr. parce que ça se retourne très vite. Et il y a moins de liquidité. Et c'est encore plus vrai sur les petits marchés émergents que sur le marché chinois. Sachant que le marché chinois, il y a des intervenants qu'on ne maîtrise pas non plus. Et là, la prime de risque, elle a structurellement augmenté sur la Chine? Oui, depuis... des gens qui faisaient le parallèle avec des marchés russes ou turcs, qui sont des marchés pour le coup très exotiques en termes d'investissement. Oui, mais très peu cher. Parce que le marché russe, il doit se payer 6-7 fois le PE. Donc en fait, le marché chinois n'est pas le plus cher, mais il est plus cher. Donc là, ça se dégonfle, évidemment, puisque ça a baissé. Après, c'est toujours pareil, c'est une fonction des résultats qui seront produits. Il est probable quand même qu'il y ait moins de résultats microéconomiques après le mois d'août, puisqu'on a vu les ventes au détail baisser de rythme de croissance, la production industrielle, mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de fermetures. Oui, le sanitaire est encore présent. Il y a eu des inondations, donc je veux dire que la croissance chinoise s'affaisse un peu, sachant qu'elle avait repris beaucoup plus vite, mais elle a une thématique sanitaire nouvelle et une thématique régulatoire. Donc pour moi, ça fait beaucoup d'éléments de risque. Je ne suis pas sûr que ça soit encore bien pricé, comme on dit, par le marché. On attend la prochaine salve de mesures un peu restrictives. C'est maintenant un petit peu cette psychologie dans laquelle l'investisseur étranger a été obligé de se mettre, puisque jusqu'à maintenant, il était tout à fait confortable avec cette croissance macroéconomique fulgurante. Donc un peu plus de modération, on va dire, dans une approche patrimoniale vis-à-vis de la Chine. Il n'y a pas d'urgence à se précipiter. Si on croit à la grande histoire chinoise, il n'y a pas d'urgence. Vous voyez, c'est parce que l'histoire que nous raconte la Chine et Xi Jinping, c'est qu'on sera tous chinois demain. Mais donc il n'y a pas d'urgence, d'autant que les marchés globalement sont dans une phase qui est d'attente, et on en parlait avant l'émission, plutôt de clôturer l'année avec les bonnes perfs. J'ai même l'impression qu'ils n'ont pas envie de faire les 2-3 derniers mois, mais on va quand même les faire. Mais le CAC 40 est en baisse de 3% sur un mois. Donc ça veut dire que on est
On dit stagnant, mais on est en train de stagner plutôt... Consolidé. Voilà, c'est ça. consolidé. Ce qui est bien, mais il y a peu de volume, et comme vous l'avez dit, c'est aussi assez technique, avec des dates assez fatidiques de fin d'options, etc. Ouais. Journée d'échéance aujourd'hui. Nous, on en reparlera à 17h ce soir avec les sorciers de Smart Bourse. Merci beaucoup, Igor, d'avoir Merci, été Grégoire. avec nous. Igor Demac, dirigeant associé chez Vital Épargne, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Rendez-vous donc ce soir à 17h en direct sur Bismart.